OK, donc bonjour tout le monde. Donc, on est bien content d'être ici avec vous ce matin pour débuter cet institut d'été du crise. Alors, nous, notre présentation va porter plus sur la santé mentale en milieu de travail de façon générale plutôt que sur le suicide de façon plus spécifique. On s'intéresse aux troubles anxieux et dépressifs en milieu de travail. Donc, évidemment, ce sont des troubles qui peuvent être liés aussi au suicide. Mais vous allez voir la présentation, on est plus dans une optique de prévention, comme Brian l'a dit tantôt, aujourd'hui, où on va regarder comment l'approche d'autogestion peut permettre aux travailleurs qui vivent avec des troubles anxieux et dépressifs de mieux gérer leurs symptômes, d'avoir un meilleur fonctionnement, un meilleur bien-être au travail et d'améliorer leurs relations en général qu'ils ont avec le milieu de travail. Donc, petit plan de la présentation. On va commencer par se présenter brièvement, Bruno et moi. Ensuite, on va regarder pourquoi c'est important de s'intéresser aux troubles anxieux et dépressifs en milieu de travail. On va voir comment l'approche d'autogestion peut aider les travailleurs qui vivent avec ces troubles-là. Moi, je vais faire le côté chercheur, donc le côté recherche. Je vais vous présenter les résultats d'une étude qu'on a faite sur l'applicabilité des stratégies d'autogestion en milieu de travail. Puis Bruno va être là plus pour le volet pratique. Il va vous parler tout à l'heure du développement puis de la diffusion d'un atelier qui porte sur, dans le fond, dont le but est d'augmenter la capacité d'autogestion des troubles anxieux, troubles de l'humeur des travailleurs. Donc, sans plus tarder, c'est nous. On va se présenter brièvement. Alors, moi, Sophie Meunier, je suis professeure ici à l'UQAM au département de psychologie dans la section travail et organisation. Donc, moi, j'ai une formation comme psychologue du travail et des organisations. Je m'intéresse principalement dans mes études à la santé psychologique au travail chez différents groupes de populations vulnérables, dont les travailleurs qui vivent avec un trouble anxieux et de l'humeur. Est-ce que je manie bien le micro? Ça va? Il n'y a pas trop de... OK, on n'est pas habitué de... Je me sens comme une star ce matin, mais bon, ça devrait aller. Fait que je suis super, vraiment choyée d'avoir avec moi un précieux collaborateur. Je vais le laisser se présenter un petit peu à vous, puis il va revenir après plus dans la deuxième partie de la présentation. Merci, Sophie. Alors, Bruno Collard, je suis directeur clinique à l'organisme Revivre à Montréal. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'Association québécoise de soutien aux personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs et bipolaires, ainsi que leurs proches. Donc, je suis responsable de l'ensemble de l'équipe d'intervention et puis du développement de services de la plus haute qualité possible. On a des services d'intervention ponctuels par téléphone, en personne, par courriel également. On a un forum électronique. Et on a aussi une très importante programmation d'intervention de groupe, donc des groupes d'entraide à faire durant toute la semaine, toute l'année. Et on a développé aussi, à partir de 2009, une autre programmation d'ateliers d'autogestion en partenariat avec Janie Houle du département de psychologie communautaire, que plusieurs connaissent bien. On a développé ça, ça a été un long chantier. Et l'atelier d'autogestion en milieu de travail que je vais présenter aujourd'hui fait partie de ce spectre d'intervention-là. Et je vais vous en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Donc, on débute notre présentation. Alors, premièrement, pourquoi s'intéresser aux troubles anxieux et dépressifs en milieu de travail? Bien, tout d'abord, c'est parce que c'est les deux troubles qui sont les plus fréquents en milieu de travail. Donc, si on regarde juste un petit peu des chiffres au niveau de la prévalence annuelle, on voit que ça toucherait respectivement 800 000 et 1,3 million de travailleurs canadiens. Donc, c'est des troubles qui sont très répandus en général, mais aussi dans les milieux de travail. Puis, ce qui est spécifique avec ces deux troubles-là, c'est que souvent, les gens qui vont vivre avec l'anxiété et la dépression vont quand même demeurer en emploi. OK, oui, c'est vrai que dans certains cas, oui, ça peut arriver qu'il y ait besoin d'un congé de maladie, d'une certaine période d'invalidité. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que dans la plupart des cas, les gens qui vivent avec des symptômes anxieux dépressifs vont quand même être présents au travail et vont venir quand même travailler malgré la présence de symptômes anxieux dépressifs. Donc, vont devoir essayer d'effectuer leurs tâches quotidiennes tout en ayant toujours ces symptômes-là qui peuvent être quand même assez dérangeants. C'est sûr qu'étant donné la nature des symptômes des troubles anxieux dépressifs, bien, c'est pas étonnant de constater que ça peut effectivement nuire un peu au fonctionnement des personnes qui en sont atteintes. Entre autres, on va remarquer des fois un petit peu plus de difficultés à se concentrer,
un peu plus de difficultés au niveau de la résolution de problèmes, un niveau plus élevé d'accidents de travail, plus de difficultés au niveau parfois de certaines relations interpersonnelles. Donc, c'est tous des petits éléments qui vont faire en sorte que les troubles anxieux dépressifs vont un peu nuire au fonctionnement. Puis, on va dire que ces employés-là vont être plus susceptibles de faire ce qu'on appelle du présentéisme. Donc, à main levée, qui connaît le présentéisme? Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est vraiment... Oui, bon, parfait. C'est vraiment de plus en plus là, connu comme expression. C'est une expression qui a été élaborée un peu pour faire le parallèle avec l'absentéisme. Dans l'absentéisme, je suis absent du travail. Présentéisme, je suis là, mais de corps, pas d'esprit, pas toujours à 100%. Donc, c'est pour dire, quand je fais du présentéisme, je suis présent au travail, même ma performance, mon fonctionnement est altéré à cause de mon état de santé. Okay? Puis, on se rend compte que, dans le fond, le présentéisme, ça a des répercussions encore plus importantes que l'absentéisme en tant que tel. Si on regarde juste au niveau des coûts, ce que les études nous disent, c'est que le présentéisme, ça coûterait 5 à 10 fois plus cher que l'absentéisme. Donc, ce qu'on voit, c'est que, dans le fond, souvent, l'absentéisme, c'est un petit peu la pointe de l'iceberg. Mes employés qui vont avoir des symptômes anxieux dépressifs qui s'absentent, c'est un petit peu la pointe de mon iceberg, parce qu'en dessous, j'en ai un paquet qui sont présents au travail, mais qui ne sont pas là à 100%, qui ont quand même leur fonctionnement qui est altéré à cause de leurs symptômes. Fait qu'il y a quand même pas mal de chercheurs qui se penchent sur cette problématique-là, de voir comment on peut aider ces employés-là qui se présentent au travail, mais qui vivent avec quand même des symptômes anxieux ou dépressifs. Puis même les études nous disent que même si les symptômes peuvent être en dessous du seuil clinique, là, je ne suis pas obligée d'avoir un diagnostic nécessairement de dépression ou d'anxiété pour que ça nuise à mon fonctionnement, même mon bien-être au travail. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Bien, il y a différentes choses. Nous, ce qu'on vous parle aujourd'hui, c'est plus l'approche de l'autogestion. Fait qu'encore une fois, à main levée, qui connaît un peu le concept de l'autogestion, cette approche-là, connaît certains éléments? OK, super. Est-ce qu'il y en a qui auraient le goût de dire un peu à quoi ça leur fait penser l'autogestion? Qu'est-ce que ça... Tu sais, comment eux le définissent? Est-ce qu'il y a des volontaires pour... Non, c'était pas ça. OK. Quelqu'un, un cobaye qui aimerait en parler. Je trouve toujours ça plate quand c'est juste moi qui parle. Là. Fait que c'est pour ça que je vous fais un petit peu participer. Là. Est-ce qu'il y en a qui ont juste un mot? À quoi ça vous fait penser, l'autogestion? Qu'est-ce que ça... Pour moi, ça serait avoir les outils nécessaires pour être capable de, comme être capable de faire de la méditation, être capable de reconnaître lorsqu'on est à nos limites, toutes les choses comme ça, puis se trouver des petits outils pour être capable de... Tout à fait. Donc, être capable de se monitorer, hein, de se voir aller, de voir quand on a nos limites. Puis, si on voit qu'on sent qu'on est proche des atteintes, on a les outils qu'on peut utiliser, qu'on maîtrise là, pour s'aider. Tout à fait. Oui, parlez fort. Tout à fait. Il y a vraiment un côté très syncratique. En tout cas, le fait que c'est vraiment très individuel. Hein. Des fois, on parlait de méditation ici, mais pour une autre personne, ça va être autre chose, d'autres stratégies qui vont l'aider. Donc, vraiment trouver qu'est-ce que moi me fait du bien, puis pouvoir l'utiliser. Tout à fait. Ah, là, on est prêt. Bibliothérapie. D'aller chercher l'information. Oui, il va y avoir quand même une petite différence aussi avec l'autogestion, mais effectivement, ça peut être si c'est une façon que la personne, ça l'aide de faire ça, ça pourrait être une stratégie là, qu'elle utilise tout à fait. OK, parfait. Un autre élément, hey, super. OK, donc capable de se mettre en perspective, de se regarder aller peut-être un peu aussi. OK. Tout à fait, effectivement. Un dernier point ici, peut-être. Oui, super, un bon mot, un bon buzzword, empowerment. Bien, vous allez voir, ça va revenir. Effectivement, on parle beaucoup de prendre du pouvoir. Hein. Quand je fais de l'autogestion, le but, c'est beaucoup d'augmenter le pouvoir d'agir de la personne, que la personne a augmenté son sentiment d'auto-efficacité. Je ne suis pas quelqu'un qui subit ma maladie, j'ai quand même un certain pouvoir sur elle, sur mes symptômes. Fait que très bon point. Bien, merci beaucoup. C'est pas évident, des fois, là, dans une grande salle comme ça, d'être plus interactif, mais vous voyez, c'est plus intéressant, je trouve.
Donc, l'autogestion, si on prend la définition un petit peu plus là, théorique là, que nous, on utilise, ça va être l'ensemble des stratégies qu'un individu va mettre en place. Puis là, j'aurais dû rajouter au quotidien, parce que c'est quelque chose qu'on fait quand même de façon assez continue, pour gérer ses symptômes, optimiser sa santé et prévenir les rechutes. Quand je l'explique souvent, je fais toujours le parallèle aussi avec les maladies plus physiques. Des fois, c'est plus facile à comprendre quand on commence par ça. Puis l'autogestion, ça vient d'ailleurs, ça a été plus élaboré au départ au niveau du traitement des maladies chroniques physiques. L'exemple qui est quand même assez parlant, c'est celui du diabète. Donc, une personne qui a le diabète, elle doit faire des petits gestes quotidiens presque à tous les jours pour gérer ses symptômes, pour demeurer en bonne santé. Donc, elle doit vérifier sa glycémie, prendre son insuline, faire attention à ce qu'elle mange, rester active. Donc, c'est tous des trucs qu'elle doit faire. Pour traiter sa maladie, c'est pas aller voir son médecin dans le bureau du médecin une fois par 6 mois. C'est à tous les jours, chez elle, des petits gestes qu'elle va faire. On se rend compte que ça s'applique aussi en santé mentale, cette autogestion-là. Si on regarde juste les troubles anxieux dépressifs, c'est des troubles qui ont quand même un haut taux de récurrence, souvent qui vont revenir. Puis on doit toujours être vigilant si on veut, par exemple, dans la définition, on dit éviter les rechutes, mais aussi même juste pour optimiser son bien-être en tant que tel. Au niveau de notre santé mentale, on voit que l'autogestion va être efficace. Il y a d'ailleurs, dans les dernières années, quelques études qui ont été faites où on a répertorié un grand nombre de stratégies d'autogestion que les gens qui vivaient avec les troubles anxieux, troubles dépressifs peuvent utiliser pour favoriser leur rétablissement et se sentir bien. En milieu de travail, c'est un petit peu plus au ralenti. Là-dessus, je vous dirais, on commence un petit peu plus à en parler d'autogestion, troubles anxieux, dépressifs en milieu de travail. Il y a quelques études qui se sont penchées justement sur dire comment on peut aider les employés qui vivent avec des symptômes anxieux et dépressifs à mieux fonctionner au travail. Puis ce qui ressort souvent, c'est qu'un des éléments les plus qui aide le plus, c'est le fait que quand le travailleur prend un rôle actif dans la gestion de ses symptômes. Donc, ils n'appellent pas ça de l'autogestion nécessairement, mais c'est ça, un petit peu, qui ressort de leurs études. Aussi, ce qu'on se rend compte dans ces études-là, c'est que souvent, les travailleurs, ils sentent qu'ils n'ont pas de contrôle sur leur environnement de travail, ils sentent qu'ils doivent subir leur environnement de travail, puis on dirait, ils se disent, il n'y a rien que je peux faire pour améliorer ma santé mentale au travail parce que je ne contrôle pas mon environnement. Donc, c'est sûr qu'en leur montrant des stratégies d'autogestion, en trouvant eux-mêmes les stratégies qui leur font du bien, ça augmente beaucoup, comme on parlait tantôt, leur pouvoir d'agir, leur sentiment d'efficacité. Ils sentent que, OK, oui, je ne peux pas tout contrôler dans mon environnement, en effet, de travail, mais il y a quand même un petit quelque chose que je peux faire. Fait que ça, c'est encourageant pour eux. Dernier point aussi, les stratégies d'autogestion, là, vous allez voir tantôt, je vais vous donner un paquet d'exemples. C'est des petites choses, des petits gestes, des petites pensées même qu'on peut avoir qu'on va faire. Puis on n'est pas obligé d'en parler à personne pour faire ça. Là. Ça peut se faire quand même assez facilement de notre côté. Puis dans certains cas, ça arrive que l'employé n'a peut-être pas envie de parler à son employeur ou à ses collègues qui vivent avec un trouble anxieux dépressif. Idéalement, on serait dans une société très ouverte, puis ça serait quelque chose qu'on pourrait parler. Puis souvent, on dit, si on dit qu'on a un trouble, peut-être qu'on peut aller, notre collègue, nos patrons peuvent nous soutenir, c'est l'idéal. Mais on sait qu'en réalité, c'est pas ça qui se passe. Là. C'est à peu près peut-être 30-40% des gens qui vivent avec l'anxiété et la dépression qui vont divulguer leurs troubles, qui vont se sentir à l'aise de divulguer ça à leurs patrons et leurs collègues. Fait que, encore là, ça peut devenir une option, l'autogestion pour les travailleurs, quelque chose qu'ils peuvent utiliser puis qui n'ont pas besoin nécessairement de l'environnement de travail, ils peuvent faire ça par eux-mêmes. C'est ça. Donc, comme je disais tantôt, il y a quand même plusieurs études qui ont déjà répertorié des stratégies d'autogestion des troubles anxieux dépressifs. Il y a des listes, des soixantaines, cinquantaines de stratégies d'autogestion selon les études. Par contre, ces études-là n'ont pas été faites auprès de gens qui étaient nécessairement des travailleurs. C'était plus des études qui étaient faites dans la vie en général. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider à gérer vos symptômes d'anxiété, de dépression? Donc, il y avait certaines personnes qui travaillaient, d'autres non. Puis, on ne focusait pas non plus sur le milieu de travail en tant que tel. Par contre, on sait que dans le fond, le milieu de travail peut avoir quand même ses particularités. On a quand même des fois un peu moins de latitude au niveau de l'horaire qu'on doit suivre, au niveau des tâches qu'on doit faire, au niveau des gens avec qui il faut qu'on ait des contacts. Des fois, on n'a pas le choix, on a moins de latitude là-dessus. Fait qu'on s'est demandé, est-ce que, dans le fond, toutes les stratégies d'autogestion qu'on a trouvées au niveau de l'anxiété, de la dépression, dans la vie en général, peuvent s'appliquer aussi en milieu de travail?
Quelles sont celles qui peuvent s'appliquer puis celles qui ne s'appliquent pas? Donc, ça a donné naissance à l'étude dont je vais vous parler aujourd'hui. On sait, présentement, on a des longues listes là, de stratégies d'autogestion. On s'est dit, nous, on va aller regarder avec différents panels d'experts lesquelles de ces stratégies-là s'appliquent en milieu de travail, lesquelles que je peux utiliser entre 9 et 5 quand je suis au travail, puis hop, je sens des symptômes qui montent, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux utiliser. Puis aussi, on s'est demandé, on dit, ouais, c'est des longues listes quand même, ça serait le fun peut-être d'aller chercher celles qui, en moyenne, semblent les plus utiles pour les employés, celles qui sont les plus, qui les aident le plus à bien fonctionner, à avoir plus de bien-être au travail, à mieux gérer leurs symptômes au travail. Alors, comme je disais, pour faire ça, on a consulté 3 panels d'experts. Nos experts, pour nous, c'était des employés qui travaillent malgré la présence d'un trouble anxieux ou dépressif. Donc, c'était des gens qui avaient un diagnostic de trouble anxieux ou dépressif depuis au moins 1 an et qui travaillaient au moins 21 heures par semaine. Donc, ils étaient actifs là, sur le milieu de travail. Ensuite, on est allé chercher aussi un panel de gestionnaires, donc des gens qui ont déjà eu à gérer des employés qui vivent avec un trouble anxieux ou dépressif, qui ont au moins 5 ans d'expérience en gestion. Tantôt, je disais, c'est peut-être 30-40% des gens qui vont divulguer leurs troubles à leur gestionnaire. Fait qu'on a eu de la misère à trouver des gestionnaires. Parce qu'il y en a qui disaient « Ouais, je pense que ça m'est arrivé, mais je ne suis pas sûre que c'était ça que la personne avait. » Fait que ça a été un petit peu plus ardu au recrutement de ce côté-là. Après ça, on a consulté des chercheurs. On a regardé nos meilleurs articles qu'on avait sur ce sujet-là, puis on a écrit un petit courriel aux chercheurs. Puis ils ont accepté, il y en a plusieurs qui ont accepté de participer à l'étude. J'étais surpris même du taux de réponse. Ça a été bien intéressant. Fait que, les employés, comme je disais, ça a bien été. Au début, on visait 20 personnes par panel d'experts. Les employés, on est allé en chercher un petit peu plus. On avait un bon taux de réponse, fait qu'on a eu 31. Les gestionnaires, plus de misère, on en a recruté 12. Puis les chercheurs, 15. Pour la première ronde, vous allez voir, je vais vous expliquer dans 2 petites secondes, il y avait comme 2 rondes à l'étude. La plupart des employés, des gestionnaires venaient du Canada. C'est plus au niveau des chercheurs où on avait des gens de l'Angleterre, l'Australie, Pays-Bas, Suède, États-Unis. Donc, d'un petit peu partout dans le monde. On trouvait ça intéressant aussi de regarder ça de ce point de vue-là. Fait que comment ça fonctionnait, l'étude? Donc, comme je disais, une étude Delphi en 2 rondes. Premièrement, les gens avaient une liste de 60 stratégies d'autogestion. On a pris les stratégies de l'étude de Villaggio et ses collaborateurs. Je pense qu'on avait une liste assez complète, là, 60 stratégies que les gens peuvent utiliser pour leur rétablissement d'un trouble anxieux ou de l'humeur. Et là, on demandait à la personne, à votre avis, est-ce que cette stratégie-là peut être implantée en milieu de travail? Est-ce que cette stratégie-là peut être utilisée quand vous êtes au travail? Oui ou non? Si la personne répondait non, elle avait comme une sous-question. On lui demandait, est-ce qu'il y aurait une façon de modifier cette stratégie-là pour qu'elle s'applique un peu plus. Exemple, des fois, on avait des stratégies qui étaient, par exemple, se confier à un ami. Bien, des fois, les gens peuvent nous dire, bien, on pourrait changer ami pour collègue, admettons, puis là, ça pourrait être bon. Par ailleurs, s'ils répondaient oui, ça s'applique, à ce moment-là, on leur demandait, OK, à quel point c'est utile pour vous pour gérer votre fonctionnement au travail, gérer vos symptômes au travail. Donc, ils devaient répondre aussi à cette question-là. Pour faire l'analyse, on regardait, ce qu'on cherchait à voir, c'était le consensus, dans le fond, entre nos experts. Quand on avait une stratégie où 80% des gens, tout panel confondu, nous disaient oui, ça s'applique, on gardait cette stratégie-là. C'était une stratégie qui s'appliquait, selon nous, en milieu de travail. Quand c'était entre 70 et 79%, à ce moment-là, c'est une stratégie qui allait comme en ballottage. On dit, on va la faire réévaluer à la prochaine ronde parce que le niveau d'accord n'est pas assez élevé. Si c'était seulement un panel, par exemple, seulement les employés qui disaient qu'une stratégie s'applique au moins à 80% et pas les 2 autres, on la gardait aussi en ballottage. Puis ça allait être évalué dans la 2e ronde. Finalement, aussi, les participants pouvaient ajouter de leur propre cru. C'est vrai que c'est un questionnaire qui est un peu long à répondre au début. Là, il y avait quand même 60 stratégies, mais on laissait quand même une porte ouverte à la fin s'ils voulaient en ajouter, qui n'étaient pas dans le questionnaire initial. Puis ceux-là aussi, ils étaient évalués plus dans un 2e round. Dans l'étude Delphi aussi, ce qu'il faut dire, c'est que souvent, les stratégies qui sont en ballottage, quand à la 2e round, on leur demande de les réévaluer, on leur donne c'était quoi les résultats. De dire, voici tant de pourcents de monde ont dit que ça s'appliquait. Est-ce que vous gardez votre point de vue ou vous rangez plus vers le consensus? Le but, c'est toujours de trouver le plus de consensus possible. Puis, avec toute la liste des stratégies, finalement, qu'on a conservées, on faisait la moyenne, leur score sur 5, à quel point elles sont utiles. Fait qu'ici, vous avez le petit diagramme qui explique
dans le fond, les 2 rounds, le nombre de stratégies qui ont été conservées. Premièrement, il y a quand même un bon nombre de stratégies. Donc, 65% des stratégies qui s'appliquaient dans la vie de tous les jours ont été conservées. Donc, on a dit, oui, ces stratégies-là, je peux les faire dans ma vie de tous les jours, mais je peux les faire aussi au travail. Fait que c'est quand même bien, c'est une bonne nouvelle. Par contre, il y avait comme 14 stratégies qui étaient un peu plus en ballottage. Les gens n'étaient pas certains si ça s'appliquait ou pas. Et il y a eu 12 nouvelles stratégies qui ont été proposées par les participants. Dans le deuxième round, on a réévalué donc 26 stratégies, les stratégies à réévaluer et les nouvelles stratégies. Et là, il y en a 5 qui ont été rejetées, 21 qui ont été conservées, ce qui fait que notre liste finale de stratégies, on est revenu encore à 60, mais avec des stratégies un peu nouvelles. Fait que je vais vous montrer un petit peu le contenu là, de qu'est-ce qui est ressorti. De façon générale, il y avait quand même un degré d'accord assez grand au niveau de est-ce que la stratégie elle s'applique ou elle ne s'applique pas en milieu de travail. Entre nos 3 panels, d'habitude, il n'y avait pas des grosses différences. Par contre, il y avait quelques stratégies où on a vu un petit peu plus de différence. Exemple, il y a une stratégie qui s'appelle éviter les situations stressantes. Au premier round, 92% des gestionnaires ont mis « oui, ça s'applique en milieu de travail. C'est une bonne stratégie pour gérer symptômes anxieux et dépressifs. » Les employés, seulement 52% ont dit que ça s'appliquait. Fait que selon les employés, c'est une stratégie qu'on rejetait. Selon les gestionnaires, c'est une stratégie qu'on gardait. Donc, elle, on l'a fait réévaluer au round 2. Puis vous allez voir tantôt, je dis un petit peu le punch à la fin, mais elle n'a pas été retenue finalement. L'inverse aussi, c'est produit sur certaines stratégies, des fois qui font peut-être un petit peu plus référence à la vie personnelle ou au traitement de la maladie, où là, les employés ont dit oui, ça s'applique, les gestionnaires un peu moins. Exemple, le soutien social des amis, de la famille, les employés ont dit bien, ça peut s'appliquer quand même en milieu de travail. Réduire sa consommation de stimulants, de café ou prendre sa médication, ça aussi, les employés disaient bien, ça, je peux le faire quand même en milieu de travail. Les gestionnaires pourraient dire bien non, ça, c'est plus, tu gères ça à l'extérieur du travail. Okay? Fait qu'il y a encore des différences intéressantes. Pour ce qui est des stratégies, le top 5 des stratégies les plus utiles en milieu de travail pour gérer ces troubles anxieux ou dépressifs. Donc là, ça, c'est la moyenne des 3 panels confondus. Là, on ne fait pas de différence entre employés et gestionnaires. Le numéro 1, c'était mettre des limites quant au temps et à l'énergie que je peux dédier au travail. Le numéro 2, maintenir un équilibre travail-vie personnelle. 3, identifier les sources de stress et les éléments qui peuvent déclencher mes symptômes dans mon environnement de travail. 4, entretenir des relations positives avec collègues et superviseurs. Et 5, s'inspirer de quelqu'un qui s'est rétabli. Donc ça, c'était vraiment les 5 stratégies là, qui avaient coté le plus fort, là, tout panel confondu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit c'est des stratégies qui sont quand même assez variées, qui vont faire référence à différentes dimensions du rétablissement. On n'est pas juste dans la gestion des symptômes. Oui, on a une stratégie qui est plus au niveau des déclencheurs, des symptômes, tout ça, mais on a aussi des stratégies plus au niveau social, au niveau des relations, des stratégies au niveau même du rétablissement plus physique, la gestion de son énergie, être capable de maintenir un bon niveau d'énergie, tout ça. Fait que c'est intéressant de voir qu'il y avait un petit peu de variété ici. Par ailleurs, pour ce qui est des différences entre les 3 panels, là, au niveau des stratégies les plus utiles, là, il y avait un petit peu plus de différence entre les 3. Ici, vous avez, dans le fond, les 5 stratégies qui ont été cotées comme étant les plus utiles par les employés seulement. Donc, ça, c'est le top 5 pour les employés. Puis à côté, vous avez gestionnaires, chercheurs, le score sur 5 qu'ils ont donné, puis le rang de 1 à 60, où est-ce que cette stratégie-là se plaçait. Pour les stratégies au niveau de l'équilibre travail-vie personnelle et des relations positives avec collègues superviseurs, tout le monde s'entendait pour dire que c'est des stratégies là, qui arrivent au moins dans les 10-15 premières, qui ont quand même un résultat assez élevé. Par contre, pour les 3 autres stratégies, la stratégie numéro 1 pour les employés, mettre des limites quant au temps et à l'énergie que je peux dédier au travail, c'était la stratégie numéro 39 pour les gestionnaires, donc arrivant à la 39e position. Fait qu'il y a un petit décalage ici. Au niveau des 2 autres stratégies, ici en bas, numéro 4, affirmer davantage mes besoins et mes attentes, prendre le contrôle de mon espace physique de travail, éclairage, bruit, position 4 et 5 pour les employés, pour les gestionnaires, position 40 et 47, et pour les chercheurs, 25 et 20. Fait qu'encore là, il y a un petit décalage aussi là, entre qu'est-ce qui est le plus utile pour moi comme employé, puis qu'est-ce que mon gestionnaire pense qui est le plus utile pour moi comme employé.
Intéressant. Les stratégies qu'on a rejetées, on n'en a pas rejeté des tonnes, mais il y en a quand même quelques-unes. Je ne les ai pas mis toutes ici, mais juste des exemples. Dans le fond, c'était des stratégies qui faisaient soit référence, comme je disais tantôt, à la vie privée des individus. Fait que quand on parlait des amis, de la famille, souvent ça a été comme éliminé là, ensuite dans le deuxième round. Des éléments au niveau de ses habitudes de vie, le sommeil. C'est sûr qu'au travail, c'est pas l'idéal. Mais quoi qu'on peut faire des petites siestes pendant nos pauses ou tout ça. Mais bon, ça n'a pas tenu le coup. Prendre soin de son hygiène personnelle. Les éléments par rapport au traitement de la maladie aussi, finalement, ça n'a pas été conservé. Fait que ce qui était la médication, se rendre à l'hôpital, avoir des traitements alternatifs, effectivement, c'est peut-être moins, ça colle un peu moins là, à la réalité du travail. Puis les situations difficiles à éviter au travail, ça aussi, finalement, les gestionnaires se sont rangés là, du côté des employés. Fait qu'autant éviter les situations stressantes que les personnes négatives ou les relations interpersonnelles malsaines, c'est pas rester dans des stratégies d'autogestion qu'on peut utiliser en milieu de travail. Fait en somme, un petit résumé, on a vu qu'il y a quand même plusieurs stratégies qui sont utilisées dans la vie de tous les jours qui peuvent aussi être utilisées en milieu de travail. Mais il y a quand même eu plusieurs stratégies qu'on a dû modifier, plusieurs stratégies qu'on a dû ajouter. Puis ce qu'on a remarqué à la fin, quand je vous ai montré le top 5 des meilleures stratégies, c'était presque toutes des stratégies qu'on avait modifiées ou ajoutées au deuxième round. Fait que c'est comme plus les stratégies que les employés ou les gestionnaires ou les chercheurs sont venus nous donner qui ont finalement scoré là, le plus fort à la fin. Fait que ça nous dit qu'il y a vraiment peut-être quelque chose de plus spécifique au milieu de travail, puis ça vaudrait la peine d'aller voir un petit peu plus avec eux plutôt que de partir de ce qui existe déjà puis de dire, bon, on va juste prendre ça puis on va l'appliquer en milieu de travail. Tu sais, ça ne fonctionne pas toujours nécessairement de cette façon-là. Les stratégies aussi, on a vu qu'ils visaient différentes dimensions du rétablissement, donc pas juste la dimension clinique au niveau du traitement des symptômes, mais aussi la sphère plus des relations sociales, au niveau physique, comme je disais, le volet même un peu plus fonctionnel, existentiel. Donc, on avait d'autres stratégies un petit peu plus loin dans la liste, mais qui étaient comme travailler sur des projets intéressants. Il faut aussi être des éléments là, importants pour aider la personne. Puis, dans nos 5 stratégies les plus populaires, un élément qui est frappant, tantôt on parlait d'empowerment, bien, beaucoup de stratégies, c'est au niveau de prendre du pouvoir sur son environnement, s'affirmer davantage. C'est ressorti comme des stratégies très populaires pour aider à bien gérer son trouble anxieux ou dépressif en milieu de travail. Quelques divergences entre les gestionnaires et les employés. Ça peut souligner la réalité différente de ces deux groupes d'emploi. Quand on parlait d'éviter, par exemple, certaines situations, est-ce que les gestionnaires vont sentir qu'ils ont plus de pouvoir pour plus d'autonomie dans leur travail, peut-être que les employés, pour éviter ce genre de situation-là? C'est une hypothèse qu'on fait. Ça nous donne comme idée, un peu comme chercheurs aussi, de dire est-ce que c'est les mêmes stratégies qui s'appliquent? Est-ce qu'il peut y avoir une différence selon le niveau hiérarchique? Au niveau des... Si je suis un gestionnaire qui vit avec l'anxiété, la dépression, est-ce que je vais avoir des stratégies un peu différentes que mon employé? Est-ce qu'il peut y avoir des différences de ce côté-là? Puis aussi, tu sais, je travaille aussi beaucoup sur former les gestionnaires en santé mentale. Puis, tu sais, on se rend compte que les gestionnaires veulent avoir plus d'outils. Puis, tu sais, souvent dans leur bac ou leur MBA, ils ont eu 0 cours là, sur des employés vivant avec la santé mentale, puis c'est 100% sûr qu'ils vont avoir à gérer ça une fois sur le milieu de travail. Fait que, tu sais, en quelque part, je pense que c'est une question, tu sais, d'information, de formation par rapport à ça, puis d'en parler là, plus ouvertement pour eux, puis c'est peut-être ça que ça souligne aussi les résultats qu'on a trouvés. Dernier petit point sur lequel je veux prêter attention avant de passer le relais à Bruno. Là, moi, je vous ai parlé beaucoup d'autogestion, de ce que l'employé peut faire par lui-même, des stratégies que lui met en place. Je ne dis pas que c'est la seule chose à faire puis que l'environnement de travail n'a rien à voir. Il ne faut pas oublier que c'est vrai que si la personne, on a beau l'outiller en autogestion, avoir des bonnes stratégies, si elle est dans un milieu de travail où l'environnement est toxique, ou ça ne fera pas des miracles non plus. Là. Fait, comme on dit, c'est comme la meilleure combinaison, c'est d'avoir les deux, autant l'approche individuelle que l'approche plus au niveau de l'environnement. Mais quand c'est pas possible, ben c'est sûr qu'effectivement, on peut commencer par soi. Puis, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas croire au miracle non plus. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même l'environnement aussi qui peut avoir un impact assez important sur l'employé aussi puis sa santé mentale. Donc, voilà. Fait que ça fait le tour. Bruno va continuer pour la suite à vous parlant de l'atelier d'autogestion des troubles anxieux de l'humeur en milieu de travail. Je pense qu'on va avoir quand même quelques parallèles à faire. Oui, vous aviez une question? Je pense que les PowerPoint vont être disponibles pour... oui, hein?
Ah, c'est ça. Là, c'est tout enregistré, donc il va y avoir le webinaire qui va être sur le site du CRIS avec la présentation, normalement. Mais si jamais... Oui, c'est vrai. Oh, vous êtes bien informés. Super. C'est un article qu'on a publié. On est bien contents. Ça a l'air d'une petite étude. Ça a pris quand même 2 ans là, à faire puis à publier. Mais c'est un article qu'on a publié dans le Journal of Affective Disorder. Donc, tout récemment, ça fait même pas un mois, là, donc vous pouvez chercher Meunier et Hall. Vous allez trouver ça. C'est toutes les mêmes données, en fait, qui reviennent. Mais sinon, vous allez avoir mes coordonnées à la fin. N'hésitez pas à m'écrire s'il y en a qui voudraient, si c'est plus long, puis vous voudriez avoir accès. Oui. Le fait de mettre ses limites. Oui. On n'a pas encore, on n'a pas encore testé là, le lien entre, parce que justement, ça n'existait pas encore, des stratégies d'autogestion en milieu de travail. Fait que la prochaine étape, c'est on est en train de développer un questionnaire pour mesurer ces stratégies-là, puis après faire le lien de ces stratégies-là et effectivement le fonctionnement au travail, mais aussi le bien-être au travail, le bien-être psychologique de la personne au travail. Là. Donc, ça, c'est effectivement la prochaine étape à aller voir. Là, on les a identifiés, on va les mesurer, mais là, après ça, lesquels sont vraiment liés là, à des indices de bien-être et de fonctionnement. Tout à fait. Oui, je vais peut-être prendre une dernière question, puis après ça, je vais passer le flambeau à Bruno. Je veux qu'il y ait quand même assez de temps. Mais sinon, à la fin, on va pouvoir continuer à en parler, là, sans problème. Oui. Mm-hmm. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Donc, c'est pas seulement pour des gens qui ont, par exemple, développé un trouble anxio-dépressif en lien avec leur travail, mais tu sais, souvent, de plus en plus aussi, on parle de, tu sais, la frontière entre la vie personnelle puis la vie professionnelle est quand même très mince, là, puis il y a beaucoup d'effets ils appellent ça de spillover là, entre les deux. Donc, effectivement, mais c'est des stratégies qui peuvent être utiles dans les deux cas. Puis même, c'est des stratégies qui sont utiles pour des gens qui ont des symptômes qui sont pas nécessairement un diagnostic de trouble anxio-dépressif, mais qui peuvent avoir des symptômes, des fois des résiduels d'anxiété, de dépression. Fait que c'est vraiment des stratégies, je pense, qui peuvent être utilisées par tous, en fait, hein, si on veut améliorer un peu notre bien-être, comment on se sent au travail, notre santé mentale au travail. Oui. Super. Merci beaucoup pour vos questions. Je passe la parole à Bruno, puis on se revoit tantôt. OK. Donc, petite introduction un petit peu à ce qui a mené au développement de ces outils-là. Donc, Revive existe depuis 28 ans et la façon dont l'organisme est né, c'était au préalable des gens qui étaient touchés par surtout des troubles de l'humeur, donc des troubles bipolaires, qui étaient des patients de Louis H. Lafontaine. Avant, c'est comme ça que ça s'appelait, donc je peux encore le dire. Qui trouvaient qu'il manquait quelque chose dans ce qui était offert aux personnes, aux patients à l'époque et qui ont décidé de se créer un groupe d'entraide. Et tant qu'à faire, pourquoi pas aussi créer un service d'intervention, un service de soutien par téléphone. Donc, c'est comme ça que c'est né. Et c'est sûr qu'au fil des années, c'est devenu quelque chose de plus en plus gros, notamment à partir du moment où ça a été pris par le producteur Guy Latraverse, qui est lui-même atteint de bipolarité et qui a décidé de donner un bon coup de pouce pour structurer l'organisme et le rendre un petit peu plus important. Donc, ça a passé par toutes sortes de chemins. Auparavant, l'organisme s'appelait l'Association des dépressifs et des maniaco-dépressifs. Donc, éventuellement, ils ont opté pour une autre appellation, un autre branding, pour avoir quelque chose qui était un petit peu plus porteur d'espoir, mais il y a toujours eu dans l'ADN de l'organisme l'intervention de groupe et le soutien social. Ce qui m'amène à parler du programme J'avance, donc les ateliers d'autogestion. Autour de 2008, mon équipe de travail et moi, on s'apercevait qu'il y a des gens qui venaient dans nos groupes d'entraide fermés
donc, ils fréquentaient nos services d'entraide. Les groupes fermés, là, c'était des groupes pour lesquels les gens s'inscrivaient au préalable et ils faisaient 12 rencontres de 2 heures, une rencontre par semaine, mais il n'y avait pas de thème préétabli et c'était qu'axé sur le partage et les animateurs décidaient des thèmes là, en fonction de ce qui émergeait. Et on s'apercevait, après quand même 3 mois de fréquentation assidue d'un service, que les gens avaient des questions extrêmement élémentaires sur la maladie, sur la santé, sur aussi le rôle actif qu'ils pouvaient jouer pour contribuer davantage à leur établissement plutôt que d'être dans l'attente de l'efficacité d'une intervention qui provenait de l'environnement ou qui provenait de l'extérieur. Et c'est là où on s'est mis à réfléchir à, OK, mais peut-être qu'on rate une série d'occasions très importantes pour soutenir davantage le pouvoir d'agir de la personne. À l'époque, on n'avait pas encore, on commençait un peu à entendre parler d'autogestion, mais c'est sûr que quand on a eu vent des travaux de l'INSPQ, des travaux qui provenaient beaucoup de la Colombie-Britannique et de cette approche-là, on trouvait que c'était particulièrement congruent avec notre philosophie d'intervention. D'où le fait qu'on a commencé à développer des interventions de groupe qu'on souhaitait à l'époque qui préviennent les rechutes. Donc, on appelait les ateliers de prévention des rechutes. Puis, bon, on ne garantissait pas à la personne que ça allait arriver, hein. Mais le but, c'était de contribuer à ça autant qu'on le pouvait. Et c'est là que Janie Hull nous a approchés. On entendait de plus en plus parler d'autogestion. Elle a vu notre programme, elle a dit « Ouais, ça a l'air bien, c'est sur les bonnes prémices. Qu'est-ce que vous diriez si on mettait vraiment un effort de validation puis de création derrière ça, puis qu'on en faisait quelque chose de plus structuré, puis en plus d'asseoir ça davantage sur les principes d'autogestion? » Ce à quoi on a dit oui. Et on a fait une demande de subvention et on l'a obtenue, donc pour créer et valider le programme d'autogestion. Ça s'est passé sur 5 ans, dont justement l'atelier d'autogestion en milieu de travail a fait partie. La raison pour laquelle on a opté pour cet atelier-là, on a un atelier d'autogestion de la dépression, un sur l'anxiété, un sur la bipolarité, un sur l'estime de soi. Et celui sur le milieu de travail, c'était qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui se présentaient à nous, qui étaient au travail et qui souhaitaient avoir accès non pas à des stratégies spécifiques en milieu de travail, mais plus à d'autres travailleurs qui vivaient eux aussi avec des enjeux de santé mentale, puis ils voulaient partager leur expérience et savoir comment ça se passait pour d'autres, puis comment les autres faisaient pour mieux gérer leur santé mentale dans leur contexte, dans leur vie professionnelle. Et c'est là où on s'est dit, ça aurait du sens quand même d'avoir un atelier dédié aux travailleurs. Alors, les participants, toute personne vivant ou ayant vécu un trouble anxieux ou un trouble de l'humeur qui souhaite améliorer sa relation avec le milieu de travail, donc présentement en emploi ou souhaitant réintégrer le marché. Et l'objectif est de trouver différents moyens d'harmoniser sa santé mentale avec le contexte du travail. Dans le fond, puis je vais répondre un petit peu à la question, pour beaucoup de gens, c'est pas clair qu'est-ce qui est venu en premier. À savoir s'ils avaient un trouble au préalable, puis là, ils ont commencé à travailler, puis là, ça s'est mixé un petit peu avec leur contexte de vie professionnelle, parce que, puis c'est effectivement qu'est-ce qu'on s'aperçoit quand les gens arrivent à l'atelier, tout est pris un peu dans un pain, là, puis ça fait partie de ce qu'on explore pour aider la personne à départager justement qu'est-ce qui, dans son contexte de vie professionnelle, contribue à son bien-être, ou est un facteur davantage de risque, puis qu'est-ce qui peut provenir davantage de quelque chose qui est rattaché à sa vie personnelle ou à sa santé mentale personnelle. Juste pour vous parler un petit peu du processus de validation, ça a été le même processus pour les 5 ateliers. Ce qu'on faisait, c'est que on embauchait un consultant qui, la plupart du temps, était au cycle supérieur en psychologie, qui faisait une revue de littérature pour aller chercher le meilleur contenu possible en fonction des bonnes pratiques. Suite à une consultation avec notre équipe de travail, on mettait sur pied un premier squelette. Donc, à chaque semaine, il y a des thèmes spécifiques avec des objectifs spécifiques. Il y a des discussions centrées sur ces thèmes-là et il y a des exercices aussi qui sont proposés aux participants pendant la rencontre puis entre chaque rencontre. Donc, une fois qu'on avait la première version de l'atelier qui se déroule sur... C'est l'autre, c'est pas mon ordinateur à moi. Une fois qu'on avait la première version, on a fait un premier groupe pilote qui était observé par les chercheurs et qui, suite à ça, on faisait des entrevues avec chacun des participants. Après les suggestions d'amélioration qui provenaient des participants, donc après la première batch de 10 semaines,
On améliorait le contenu, on faisait un deuxième groupe avec des entrevues avec les participants de nouveau et on sollicitait aussi des experts multidisciplinaires, donc des psychologues, des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes, des gestionnaires aussi en milieu de travail, des personnes qui avaient fait l'atelier, des personnes qui n'avaient pas fait l'atelier mais qui étaient touchées par un trouble anxieux ou de l'humeur en milieu de travail. Et le comité d'experts avait la responsabilité d'analyser la totalité du contenu et d'offrir leurs recommandations sur l'amélioration ou c'est ce qu'ils voulaient confirmer qui était pertinent. Une fois qu'ils nous fournissaient leur grille d'analyse, nous, on comparait ça avec les groupes, avec les commentaires des participants et on préparait une rencontre du comité d'experts pour discuter des aspects qui ne faisaient pas consensus. Donc, une demi-journée de travail. Et après ce processus-là, c'est ce qui nous permettait de faire l'harmonisation entre les différents points de vue. Et on a fait affaire avec une firme de communication pour le formatage graphique et la révision linguistique. Ce que ça donne, c'est une intervention qui est manualisée. Donc, ça, c'est un guide de l'animateur qu'on distribue. Ce n'est pas de la psychothérapie. Ça peut être offert par un... Oui, c'est important de le mentionner quand même, parce qu'il y a une distinction. Ce n'est pas un traitement. Mais c'est une intervention basée sur les bonnes pratiques qui peut être offerte par un assez large spectre de professionnels, ainsi que par des pairs aidants. Donc, d'avoir accès au vécu expérientiel des gens, c'est une composante active très importante de l'intervention. Donc, 10 à 15 personnes qui on retrouve dans ces groupes-là, des travailleurs autonomes, des étudiants, des enseignants, des infirmières, des travailleurs sociaux, des plombiers, des gestionnaires, des cardiologues, c'est tout le monde. Et c'est une question à laquelle je réponds toujours de la même façon quand les gens me demandent qui est notre clientèle, je dis tout le monde. Parce que quand on regarde la prévalence à vie des troubles anxieux, des troubles de l'humeur, Sophie en a parlé tout à l'heure, c'est immense. Et il n'y a personne qui est véritablement à l'abri. Donc, c'est pour les troubles anxieux, 10 à 15 %, pour les troubles dépressifs, 7 à 10 % selon les études, les troubles bipolaires, 2 à 4 %. On se ramasse avec un large éventail de la population. Et la plupart de ces gens-là travaillent. Donc, la santé mentale, on commence à en parler dans la grande entreprise. Pourtant, je dis on commence à en parler. Ça fait longtemps qu'il y a de la recherche là-dessus. Longtemps. Ça fait combien de temps, Sophie, qu'il y a de la recherche un petit peu sur la santé mentale en milieu de travail? Ça fait quand même un bout de temps, mais c'est un thème qui a vraiment de la misère à percer. Là, on commence à voir poindre un peu, un petit peu plus d'ouverture chez les employeurs pour en parler ouvertement. Ce qui ne veut pas dire que les gens n'ont pas à dealer avec ça au quotidien. Un des aspects les plus importants aussi dans notre intervention, dans la logique du soutien à l'autogestion, on n'enseigne pas aux gens une méthode pour prendre soin d'eux. On aborde des thèmes qui ont été identifiés comme étant les thèmes qui revenaient les plus souvent, puis on va toujours commencer par poser la question d'abord aux gens et on valorise énormément l'échange de stratégies. Donc, ce n'est pas un cours et ce n'est pas non plus un guide pratique. Le pari qu'on prend, c'est qu'à travers les différents thèmes qu'on va aborder puis les outils qu'on va présenter, les gens vont aller piger là-dedans qu'est-ce qui a le plus de sens pour eux. Ce qui a beaucoup plus de chances d'être appliqué au quotidien aussi si ça a du sens pour la réalité de la personne. Donc, quelqu'un au début de la présentation ce matin qui a parlé de la notion de choisir les stratégies. Donc, la responsabilité de la personne de ce côté-là, c'est vraiment un élément central dans notre intervention. Maintenant, la mesure des résultats est super importante pour nous. On collabore depuis longtemps avec le Labo Vitalité pour l'ensemble de nos ateliers, mais je me réjouis en fait de la collaboration naissante avec Sophie pour davantage documenter les effets de ces ateliers-là et en fait d'un effort pour soutenir les stratégies d'autogestion des travailleurs. Puis on va vous parler d'un projet de recherche qu'on a à la fin. Quelque chose que je n'ai pas dit, donc il y a le manuel des animateurs, donc toute l'intervention est structurée pour chaque semaine avec les objectifs spécifiques, le contenu à parcourir et tout, mais les gens reçoivent aussi un fascicule par semaine, ce qui leur permet de repartir avec quand même une bonne partie de ce qui s'est fait. Et l'idée aussi, c'est qu'ils puissent revisiter ça une fois que le groupe est terminé. Et ça comprend tous les exercices, des lectures supplémentaires, des ressources supplémentaires aussi. Donc, quelque chose que les gens quand même apprécient.
Les thématiques abordées. Je vais vous faire part un petit peu de la trajectoire qu'on poursuit. La première étape, c'est vraiment d'essayer de départager, OK, quelle est la représentation que la personne se fait de son rôle de travailleur? Donc, à quoi ça sert et comment entretenir une vision réaliste aussi de son travail? C'est beaucoup valoriser le fait que les gens que le travail soit un peu une raison de vivre carrément, puis que ça contribue à l'identité de façon extrêmement forte. Tout le monde sait que quand on se présente à quelqu'un qu'on ne connaît pas, la question à savoir qu'est-ce qu'on fait comme travail vient très vite. Et quand c'est pas là, ben, la personne est toujours à la recherche de qu'est-ce qu'elle peut dire pour se présenter. Mais parfois aussi, il y a une vision qui est très idéalisée de qu'est-ce que le travail devrait représenter comme facteur identitaire, puis comme vecteur de passion, puis de satisfaction de vie. C'est super le fun quand c'est là, mais de façon réaliste, c'est quand même pas si fréquent que ça qu'une personne se réalise à 100% avec passion, avec le sourire tous les jours à l'intérieur de sa vie professionnelle. Deuxième élément, comprendre les différentes manifestations de l'anxiété, de la dépression, de la bipolarité en milieu de travail. Donc là, dans la logique d'essayer de développer des habiletés d'auto-observation puis de connaissance de soi, on va essayer d'aller regarder, sans essayer de départager quand est-ce que c'est arrivé en premier, là, comment la dépression va se manifester plus spécifiquement dans le contexte de travail. Donc, les gens vont s'entendre quand même pas mal sur à quoi ça correspond, la constellation de symptômes d'une dépression, mais exactement comment ça va se manifester d'un individu à l'autre, et plus particulièrement dans le contexte de travail, ça va varier beaucoup. Il y a des gens pour qui ça va être la fatigue puis la perte de concentration, d'autres personnes pour qui ça va être des accès de colère et de l'irritabilité. Il y a d'autres personnes pour qui ça va être... ils vont réussir à faire leur journée de travail, ça apparaîtra pas trop, mais ça va leur coûter extrêmement cher en termes d'énergie, puis ils n'auront plus rien quand ils vont rentrer chez eux. Donc, comment ça va se manifester? Et aussi, l'idée de ça va être d'essayer d'aller mettre le doigt sur quels sont les signes qui se présentent en premier et qui vont permettre à la personne de réagir un peu plus vite avant que le trou se creuse trop et que l'état se détériore de façon très importante. Même chose du côté de l'anxiété. Donc, il existe une panoplie de troubles anxieux, mais comment va se manifester exactement cette anxiété-là dans le contexte du travail? Est-ce que ça va être dans une recherche perpétuelle de contrôle sur tous les éléments de son quotidien, ou est-ce que ça va être dans l'imagination de scénarios catastrophes à propos de tout? Est-ce que ça va être dans l'interprétation aussi d'un paquet de situations d'interaction avec les collègues ou avec le supérieur immédiat? Un patron qui passe, puis il dit pas salut, puis il dit j'ai besoin de te voir dans mon bureau le plus vite possible. Bon, là, la personne retourne dans son bureau, puis qu'est-ce qu'elle va s'imaginer? Puis bon. Donc, on travaille vraiment la capacité d'introspection des gens pour qu'ils réfléchissent à comment ça va se manifester dans leur contexte au quotidien. Reconnaître les signes avant-coureurs, cerner ces cycles de fonctionnement aussi. Donc, à la semaine 3, on va aborder, Sophie y a touché un petit peu, de quelle façon ces manifestations-là d'anxiété, de dépression, de bipolarité vont interférer avec la capacité à fonctionner au quotidien. Quels sont les indices d'un fonctionnement altéré et à partir de quand aussi le fonctionnement va suffisamment être altéré pour tomber dans davantage une incapacité à fonctionner au travail. Donc, à quoi je reconnais que là, je ne suis plus en mesure de passer au travers de mes journées et de réaliser mes tâches. Et aussi, une fois qu'on a, pas une fois qu'on a atteint cette étape-là, mais à quoi je vais reconnaître que mon état recommence à s'améliorer. Donc, quand est-ce qu'on tombe dans une amélioration du fonctionnement et aussi à quoi correspond le fonctionnement optimal, ce qui est la première étape essentiellement. Donc, fonctionnement optimal qui ne correspond pas à un fonctionnement maximal. Donc, comment on peut dire qu'on est pas mal au mieux de nos capacités de façon adéquate? Est-ce que ça veut dire d'avoir le pied sur le gaz en permanence puis d'être hyper performant tous les jours? Non, c'est pas ça dans le fonctionnement optimal. Et dans le fond, il y a des participants qui nous ont dit aussi que tout ce qu'on fait tout au long de l'intervention au fil des 10 semaines, c'est d'essayer d'aller accoler des stratégies aussi à ces cycles-là. Donc, à partir du moment où je réalise que mon fonctionnement est altéré, qu'est-ce que je peux faire de mon côté pour contribuer à revenir à un fonctionnement un peu meilleur?
Oui, c'est ça. Je ne l'ai pas dit aussi. Par rapport au milieu de travail, quand on a consulté au comité d'experts, quand on a consulté le comité d'experts sur la posture à prendre, c'est un élément super important sur lequel Sophie a terminé sa présentation. Donc, on est tout à fait conscient que dans les milieux de travail, il peut y avoir des situations très toxiques, des facteurs de risque très importants qui ont mis à mal la santé mentale de la personne, qu'importe ce qu'il y avait auparavant. Donc, c'est très possible que la personne elle a déjà vécu un épisode de dépression, mais qu'elle allait relativement bien. Et là, elle arrive dans un poste où est-ce que le niveau de tension est hyper important, les horaires de travail n'ont pas d'allure, c'est très imprévisible ce que la personne a à faire, une très large charge de travail, et puis des relations très tendues avec les collègues de travail, peut-être une situation de harcèlement psychologique aussi. Il y a un paquet de facteurs dans le milieu de travail qui peuvent contribuer de façon importante à une piètre santé mentale. Mais tous ces éléments-là ne sont pas des aspects sur lesquels on a énormément de pouvoir rapidement. Et là, nous, il fallait choisir, et c'était risqué quand même, on ne voulait pas amener les gens à avoir l'impression qu'on essayait de les rendre militants par rapport à la santé mentale dans leur propre contexte professionnel, puisqu'il y avait des risques importants à ça. Il y a des milieux de travail qui sont très ouverts à la santé mentale, mais il y en a d'autres encore qui sont très, 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 très fermés. C'est mal vu de dire qu'on est touché par un trouble, et il y a des gens qui pouvaient perdre leur travail aussi si on ne faisait pas attention à ça. Alors, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'acquiescer à la présence de facteurs de risque potentiels dans le milieu de travail, mais vraiment de se concentrer sur tous les éléments sur lesquels la personne pouvait reprendre un certain pouvoir. Donc ça, c'est une prémisse qui est hyper importante à mettre dès le départ auprès des participants. Reconnaître l'influence de ses perceptions pour viser à les modifier. Donc, on parle un petit peu par exemple, des distorsions cognitives, l'interprétation qu'on va faire de certaines situations courantes avec des collègues, avec le supérieur immédiat, par rapport à la charge de travail aussi, qui sont là pour tout le monde, mais qui sont galvanisés par la présence d'un affect dépressif ou d'un trouble anxieux. La gestion du stress, les enjeux liés au dévoilement ainsi qu'aux accommodements. Donc, là aussi, on ne cherche pas à convaincre quiconque que c'est important de se dévoiler en milieu de travail. Ça a des avantages et ça peut avoir des inconvénients. Ce qu'on va susciter chez les participants, c'est une réflexion là-dessus. Donc, qu'est-ce que je veux dévoiler exactement? À qui je veux le faire? Pourquoi? Et comment je vais m'y prendre? Et est-ce que ça a du sens que je le fasse et à quoi je m'expose? Est-ce que j'ai déjà vu d'autres collègues qui l'ont fait? Quelles conséquences ça a eu? Est-ce que ça s'est bien passé? Ça s'est moins bien passé? Est-ce qu'il y a une politique de santé mentale au sein de mon entreprise ou non? C'est le genre de questions qu'on va amener les gens à se poser et on va aider, dans le fond, le processus décisionnel. Parce que, oui, il peut y avoir des inconvénients, mais il peut y avoir aussi de grands avantages à dévoiler en quelque sorte un peu la nature de ces difficultés. C'est sûr que quand les collègues autour, l'équipe de travail sait que la personne traverse des difficultés importantes, va avoir tendance à être un petit peu plus conciliante puis un petit peu plus attentive à l'état de la personne. Et souvent aussi, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a des gens qui étaient très appréhensifs de se dévoiler. Puis finalement, quand ils commençaient à le partager un petit peu aux gens avec qui ils travaillaient beaucoup, là, soudainement, il y avait des portes qui s'ouvraient, puis d'autres personnes qui disaient « OK, là, je comprends, puis moi aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu, ou j'ai une sœur, ou mon père a vécu ça toute sa vie, puis etc. » Puis c'est quelque chose qui contribuait beaucoup au soutien social auquel la personne pouvait avoir accès. Ceci étant dit, il y a d'autres endroits où c'est pas possible de faire ça du tout. Alors, c'est ça. Il ne fallait pas inciter les gens vers ça, mais vraiment aider à la réflexion, à la décision. Même chose du côté des accommodements. Donc, à partir du moment où on se dévoile à son supérieur immédiat, parfois, dans les milieux de travail qui sont plus sensibles à ça, ça peut ouvrir la porte à des accommodements possibles aussi. Donc, c'est sûr qu'avec la collaboration active d'un supérieur immédiat ou d'un gestionnaire, c'est possible d'aménager, d'alléger ou juste de changer un peu la charge de travail ou même parfois la description de tâches en fonction du fait que la personne s'expose à davantage de risques lorsqu'elle est dans certaines circonstances ou non. Donc, dans les milieux de travail les plus proactifs, c'est le genre de choses qu'on peut voir. Mieux comprendre et gérer l'arrêt de travail aussi, de même que l'appréhension du retour, ça c'est quelque chose qui est vraiment super. Forcément, dans un groupe de 15 personnes, on va avoir des gens qui sont en arrêt présentement et qui vont vivre au fil des semaines tout ce processus-là que d'appréhender le retour. Et ça va arriver aussi qu'on va avoir des gens
qui, à l'intérieur des 10 semaines, vont vivre un retour au travail. Et là, d'avoir accès à 10 ou 15 autres personnes qui sont là, qui peuvent la soutenir dans cette démarche-là, accueillir qu'est-ce qu'elle vit en lien avec ça aussi, et sans que la personne ait de crainte par rapport à la façon dont ça va être reçu, c'est quelque chose qui va être assez soutenant. Et voilà, faciliter le retour au travail. On aborde aussi les facteurs de protection liés au milieu de travail. Donc, pour les gens pour qui c'est surtout des situations de vie personnelles qui sont à l'origine de leurs difficultés de santé mentale, un divorce, le deuil d'un enfant, un conflit actif avec la famille, bon, toutes sortes de choses, et que la personne retrouve dans son milieu de travail une équipe hyper soutenante, une camaraderie, une structure aussi dans son horaire de travail, dans son horaire de journée, et puis que la personne finit sa journée puis qu'elle est fière d'avoir accompli quelque chose. Si on extirpe la personne de ça, on lui enlève aussi des facteurs de protection super importants et on contribue davantage à la chute de son sentiment d'auto-efficacité. Alors, c'est pas toujours non plus indiqué. Les gens font beaucoup l'adéquation entre je vais pas bien, je vais partir en congé. Donc, parfois, c'est extrêmement nécessaire en arrêt de travail, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours la bonne solution non plus. Donc, c'est le genre de choses qu'on va aborder aussi. Maintenant, l'atelier est disponible depuis 2012. 420 participants quand même jusqu'à présent. Ça va bien, on en fait un par saison, sauf l'été. Et c'est un peu un énergumène dans le milieu. Il n'y a pas énormément de gens qui ont le réflexe de penser que ça peut être une bonne idée que de participer à un atelier comme celui-là. Si on prend par exemple les très grands PAE qui existent, les programmes d'aide aux employés, si vous faites le tour là, des plus gros fournisseurs, il n'y a pas beaucoup d'intervention de groupe à l'intérieur de ce qu'ils proposent. Pour plein de raisons. Donc, je disais tout à l'heure que le stigma est encore super fort du côté des employeurs, du côté des individus. C'est sûr que de prendre 15 employés d'une même boîte de 50 personnes, 60 ou 120 personnes qui se réunissent une fois par semaine pour parler de leur santé mentale, c'est pas long que ça, le mot se répand. Là. Alors, il y a une appréhension qui est quand même légitime et qui est là par rapport à ça. Mais on a aussi énormément de gens pour qui, quand ils ont découvert que ça existait, ils trouvent vraiment leur compte. Et ils s'aperçoivent, justement, en entrant dans la pièce, en s'apercevant qu'il y a 14 autres personnes qui sont là, qui ont l'air humains et décents, qui ne sont pas, c'est pas écrit dans leur front, qui vivent une certaine détresse ou qui ont traversé des difficultés. Et il y a des gens de toutes les couches de la société, de tous les types de milieux de travail aussi. C'est très validant, c'est très normalisant, alors que souvent la personne, quand elle n'en a pas parlé beaucoup autour d'elle, a l'impression qu'elle est une version imparfaite de la société ou de ce que peut être un travailleur. Alors, cet aspect-là est très, j'ose dire, thérapeutique. La réaction des participants, donc le feedback qu'on reçoit, c'est, je disais tout à l'heure, quand les gens arrivent, tout est pris dans un pain, donc ils n'arrivent pas à départager quels sont les facteurs qui sont liés à leur milieu de travail ou à leur vie personnelle, mais je dirais qu'à la fin, ils sont beaucoup plus au fait de ce qui se passe dans leur milieu de travail qui peut contribuer à la fois à leur bien-être puis pas. Et c'est peut-être un petit peu plus facile pour eux après ça de faire la balance décisionnelle puis de dire, OK, ben si je retourne dans mon milieu de travail, je m'expose de nouveau à ça. Parce qu'il y a des bonnes chances que ça ne change pas si vite que ça. Est-ce que je suis prêt à faire ça? Oui, non. Et qu'est-ce que ça veut dire selon ce que je réponds à cette question-là? Et si je suis prêt à y faire face, ben comment je fais pour mitiger les dégâts? Puis favoriser le fait que je joue un rôle actif pour me préserver dans un milieu de travail qui est imparfait ou qui comprend encore des facteurs de risque. J'ai quelques histoires. Il y a des... je me souviens spécifiquement d'une gestionnaire qui avait pris part à l'atelier, qui était bourrée d'appréhension, qui était convaincue que elle allait se faire juger là, partout dans son milieu de travail. Elle avait appris qu'il ne fallait pas se dévoiler, il ne fallait pas dévoiler une once de vulnérabilité à quiconque parce que sinon on se faisait manger. Et qui a été surprise de voir qu'il y a des gens qui vivaient des choses très similaires à ce qu'elle vivait aussi,
Une fois que ses défenses sont un peu tombées, elle est vraiment allée chercher à travers les commentaires des autres participants, à travers leur vécu à eux, puis les stratégies, qu'est-ce qui allait l'outiller à revenir au travail. Puis elle appréhendait de façon massive son retour au travail. Elle était convaincue que son supérieur immédiat allait l'attendre avec une brique et un fanal et que ça allait se passer de façon catastrophique. Et finalement, c'est pas ça du tout qui est arrivé. Donc, lorsqu'elle est revenue, puis elle a pu le vivre pendant les 10 semaines, ce que je disais tout à l'heure, elle a pu aussi partager au groupe son succès dans son retour au travail, le fait qu'elle ait eu accès à certains accommodements, le fait que son supérieur immédiat lui a montré beaucoup plus de soutien et de support que ce à quoi elle s'attendait. Puis c'était quand même une histoire à succès dont je me souviens qui m'avait marqué. Il y en a plusieurs. Habituellement, ce après quoi on court, pour ceux qui donnent l'intervention, je dis toujours aux animateurs de ne pas avoir d'attente spécifique par rapport aux participants. Le pari qu'on prend, c'est que les gens aillent chercher qu'est-ce qui a le plus de sens pour eux, puis repartent avec ça, puis c'est semer des graines qu'on espère qu'ils vont germer. C'est sûr que quand on reçoit comme feedback que la personne a connu une diminution des symptômes, c'est toujours satisfaisant. Mais en réalité, ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est de restaurer la confiance que la personne peut avoir en sa capacité à faire face aux difficultés éventuelles. Donc, de travailler vraiment sur le sentiment d'auto-efficacité. Et si quand, par exemple, ce qu'on va lire comme feedback, c'est que la personne dit « Je sais que je ne suis pas encore totalement sorti du bois, mais je me sens beaucoup plus apte et beaucoup plus outillé pour faire face à une rechute si jamais ça arrive. » Sachant que personne peut être à 100% à l'abri, même après avoir fait une démarche comme celle-là. Je vais vérifier combien on est dans le temps. OK. Donc, c'est parfait, j'arrive à la fin. Les prochaines étapes. Donc, un projet pilote, évaluation des effets de l'atelier d'autogestion en milieu de travail. Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire avec Sophie. On a fait quelques demandes de financement par rapport à ça. J'ai bon espoir que ça va fonctionner. Donc, l'idée, c'est de confirmer les effets de l'atelier sur les travailleurs, améliorer l'accessibilité aussi, donc faire en sorte que ça soit davantage connu. Comme on l'a modélisé, on l'a manualisé, il y a des organisations qui peuvent se l'approprier aussi. Donc, on a notamment plusieurs organisations comme des Carrefour Jeunesse Emploi ou des endroits qui favorisent l'intégration socio-professionnelle qui ont commencé à le donner un peu partout dans la province. Mais on veut le documenter, on veut savoir si les effets qu'on devine de l'atelier se confirment dans une évaluation formelle. On va chercher à faire un recrutement parmi les participants actuels, mais aussi auprès d'employeurs partenaires. Donc, on va être à la recherche de grands employeurs pour non pas forcément donner des ateliers à l'intérieur même de leur entreprise, mais offrir l'accès à leurs employés à ces interventions-là qu'on pourrait donner un peu partout, parce que c'est quand même assez facile de trouver des locaux pour le faire, et puis des animateurs également. As-tu des choses à ajouter sur ce projet-là, Sophie? Non, en fait, c'est pas mal. Tu as bien résumé. Puis on débute cet automne avec les ateliers, on a commencé les ateliers, la cueillette de données avec ça. Donc, à suivre. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas non plus. 5 minutes? 10h20, 5 minutes.